On se retrouve aujourd'hui pour discuter des lectures du début de l'été et pour discuter autour des lectures à venir avant la rentrée. J'ai eu quelques difficultés à lire ces derniers temps. Je me suis même demandé si j'avais pas perdu l'entrain de la lecture. J'avais du mal à avancer dans mes lectures en règle générale. Mais dernièrement, j'ai enchaîné avec un livre, La fille d'avant. J'ai commencé ce livre il y a 2 jours et j'en suis quasiment à la fin. C'est un livre de 500 pages. Donc je pense que c'était juste un problème de choix de lecture. Donc tout va bien, je suis rassurée. On parlera de cette lecture dans un second temps, mais puisque c'est la dernière lecture en date. Qu'est-ce que j'ai lu depuis les débuts de l'été? Premièrement, j'ai pu découvrir La maison aux insectes de Kazuo Umezu. J'avais déjà lu Baptisme, j'avais lu les 2 premiers tomes de cette saga. J'avais pas du tout apprécié, c'était vraiment trop glauque. Vraiment, l'histoire était vraiment trop malsaine à mon goût et ça touchait à des thèmes typiquement japonais, j'ai l'impression, qui ne me conviennent pas du tout. Par contre, La maison aux insectes, c'était vraiment un coup de cœur. Vous avez 5 ou 6 histoires présentes dans ce recueil, qui tournent toutes autour du couple. Très souvent un couple dysfonctionnel. Vous avez beaucoup de nouvelles qui tournent aussi autour de l'effet papillon. Un élément qui peut bouleverser le cours des choses. Alors, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est que l'auteur va utiliser le fantastique dans sa définition la plus pure. C'est qu'à la fin de la lecture, on a vraiment un doute sur ce qui vient de se passer. Que ce soit au niveau du point de vue des personnages ou au niveau de l'histoire, le doute est glaçant. Et j'ai beaucoup aimé ces histoires. Juste pour faire référence à la nouvelle La maison aux insectes, on va suivre un homme qui amène sa nouvelle copine dans sa maison qui est quasiment abandonnée, et là où vit son ex-femme qui se prend pour un insecte. Sachant que tous les jours, l'insecte pour lequel elle se prend change. Là, quand elle arrive, elle se prend pour une araignée. Bref, ça c'est le début de l'histoire. Je ne vous raconte pas plus de ce qui se passe. Peut-être un emprunt bibliothèque. J'ai vraiment envie d'acheter ce recueil et de me le relire parce que c'était vraiment une super expérience lecture. Surtout après ma déception avec Baptisme. Donc vraiment un vrai coup de cœur et j'en veux d'autres comme ça. Hein. De lui, j'en veux d'autres. Ensuite, j'ai lu Shangri-La. Pareil, un emprunt de bibliothèque. J'ai pris beaucoup de temps à me lancer dans cette lecture puisque je n'aimais pas du tout la couverture. Honnêtement, la couverture ne me donnait pas du tout envie puisque je n'aime pas forcément les space opéra. Quand j'ai vu cet homme dans cet espace, je me suis dit bon, j'avais bien apprécié Carbone et Silicium, mais j'ai vraiment pris le temps avant de me lancer dans Shangri-La et ce fut un coup de cœur. Enfin, j'ai plus apprécié Shangri-La que Carbone et Silicium puisqu'on se retrouve dans Shangri-La dans une dystopie. Évidemment, ça, c'est un genre qui me plaît beaucoup. Toute l'histoire se passe dans un vaisseau où donc la Terre, où les habitants de la Terre se sont retrouvés puisque la Terre n'est plus vivable. Il y a une seule grosse entreprise qui s'occupe de tout gérer, donc ça va être la nourriture, les vêtements, la technologie, etc. J'ai l'impression que les thématiques étaient hyper actuelles. Vous allez avoir donc la surconsommation, l'addiction aux technologies, le marathon scientifique sur quelle sera la prochaine super découverte scientifique. Vous avez l'esclavage moderne, la discrimination, etc. On va suivre un petit groupuscule des rebelles en fait qui vont essayer de détruire un petit peu tout cet univers factice, sachant que dans ce vaisseau, les scientifiques décident de créer une nouvelle humanité à partir d'un génome, etc. pour l'envoyer sur une terre vierge et pouvoir être un peu les nouveaux dieux de ces nouveaux humains, un peu comme si on jouait aux Sims. Ils ont décidé de créer cette nouvelle race humaine sur une planète qui va s'appeler Shangri-La en fait. Et là les gens sont pas d'accord hein, parce que eux ils sont enfermés dans un vaisseau et ils vont voir d'autres personnes sur une planète tranquille et libre alors qu'eux ils sont enfermés comme des animaux dans un abattoir quoi. J'ai lu Running Man de Stephen King. Franchement, un gros coup de cœur. Je n'attendais pas du tout à accrocher autant avec cette histoire. La dernière fois que j'ai lu du Stephen King, c'était après. Et c'était vraiment pas fou. Les derniers Stephen King, moi j'accroche pas du tout. Ils m'intéressent pas en fait, les derniers Stephen King qui sont sortis. Donc j'ai déjà assez de lecture de ces anciens titres à lire qui me manquent. Donc je me concentre sur les anciens. On est sur une dystopie qui se passe dans le futur. Le monde est accroché à sa télé, qui s'appelle le Libertel, où passent sans arrêt des jeux télévisés très addictifs, où on se base sur le malheur des autres pour pouvoir divertir la population. Et bien évidemment, cette population est mourante. Hein. Concrètement, il y a beaucoup plus de gens qui sont en train de périr de maladies, de pollution, etc., de malnutrition, puisqu'ils ne mangent même plus des aliments véritables, ils mangent des pilules. Et donc nous allons avoir
comment il s'appelle déjà? Richard, Ben Richard, qui va participer à l'un de ces jeux parce que sa fille est malade, elle est atteinte d'un... Alors je sais plus ce qu'elle a, bon elle est malade, bref. Et il décide de participer au jeu le plus regardé qui s'appelle la traque. C'est une chasse humaine grandeur nature. Vous devez échapper pendant 30 jours à des chasseurs expérimentés et vous avez une petite avance et vous partez et vous devez vous cacher, etc. Enfin, bref, une chasse à l'homme quoi. Et donc c'était super génial. J'ai beaucoup aimé le personnage de Richard. C'est un homme désespéré avec un humour grinçant, avec une force vitale assez impressionnante. Ça reste un livre qui se passe dans le futur, mais finalement les problématiques restent limite très actuelles par rapport à certaines considérations sur la population noire. Et donc voilà, tout simplement. J'ai lu Fragments d'horreur de Junji Ito. J'aime beaucoup la couverture qui fait référence, bien sûr, à Monk et qui fait référence aussi à plein de choses qui vont se passer dans l'histoire. Ça, je trouve ça assez sympa. Nous avons 8 nouvelles dans ce récit et j'en ai apprécié particulièrement 2, Miss Scalpel et L'Oiseau Noir, qui sont mes préférées. Les 2 premières sont Le Futon et la Charpente Possédée me semblent être plus intéressantes en termes de graphique que d'histoire. Ce qui m'a un peu saoulée, qui est déjà arrivé dans les recueils qui sortent en ce moment chez Mangetsu, ce sont les doublons. Les doublons bien sûr, puisque nous avons sur 8 histoires, 2 histoires qui sont déjà présentes dans les chefs-d'œuvre de Junji Ito qui sont sortis l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. On en discutait sur Instagram et ce qui est ressorti c'est que déjà... ça fait chier, concrètement, c'est chiant d'acheter un livre où tu as déjà 2 histoires que tu as déjà achetées auparavant, sachant qu'avec toutes les histoires que Junji Ito a écrites, je pense qu'il pouvait s'abstenir de mettre des doublons. Alors oui, les chefs-d'œuvre, c'est un mélange de plein d'histoires, bah forcément, c'est un recueil de chefs-d'œuvre. Ce qu'aurait pu faire Mangetsu, à mon humble avis, pour éviter cette déception, cette frustration de retrouver des doublons dans les recueils qu'il réédite, ça aurait été de sortir par exemple les chefs-d'œuvre à la fin. Voilà, quelqu'un qui veut juste lire un mélange des meilleures histoires de Junji Ito, il aurait très bien pu juste acheter les chefs-d'œuvre et avoir voilà, un panel d'histoires de Junji Ito. Mais ceux qui veulent avoir tout ce que sort Mangetsu, forcément on se retrouve avec des doublons et c'est dommage. Et vu le prix du livre, et ça il faut en parler, c'est très dommage. J'ai lu le dernier tome des Dossiers de Cthulhu, Sherlock Holmes et les démons marins. Petite déception, honnêtement, c'est pas du tout mon préféré de la trilogie des Dossiers de Cthulhu. C'était vraiment soporifique, c'était beaucoup trop lent, j'ai été déçue des créatures. La toute fin, la postface et le commentaire de l'éditeur relèvent un petit peu l'histoire, voilà, on sourit à la fin du récit. C'était pas du tout une aventure que j'ai vraiment adoré lire, contrairement au tome 2 qui était trop bien. Franchement, c'était une super histoire. Je conclus cette trilogie avec une petite déception, mais je pense que la suite avec les démons de Noël va me plaire. J'ai lu le 6, 7 et 8 et 9 de la série Gannibal. C'était trop bien, c'était super haletant. Le tome 9 est excellent. J'ai tellement envie de savoir la suite maintenant là. C'est le dernier tome que j'ai acheté, donc finalement je ne peux pas savoir la suite pour l'instant, mais la fin du manga se termine en août. Apparemment il y aura un collector, donc c'est sûr que je vais le prendre. C'est un manga dont on vous parle beaucoup dans nos vidéos puisque c'est une collection qu'on a découverte tout au long de l'année dernière. Un village qui vit en autarcie, qui est soupçonné de cannibalisme, un policier qui va se mêler de tout ça, etc. etc. Actuellement, dans cette phase-là, on a beaucoup de retours dans le passé qui nous expliquent ce qui s'est passé dans la famille Goto. La famille Goto qui est censée être un peu la famille surpuissante dans ce village et qui est le principal suspect pour être cannibale. Donc on va découvrir plein de choses sur cette famille, beaucoup de choses hyper intéressantes qui vont nous expliquer la déchéance actuelle qui se passe dans ce village. Donc génial cette série, génial. En plus les couvertures sont absolument magnifiques. J'ai lu ensuite L'île Panorama, écrit par donc Rampo Edogawa et illustré par Suihiro Maruo. C'était excellent. C'était excellent, même si la fin est un petit peu expédiée, puisque moi j'ai lu le roman de Rampo Edogawa et j'avais beaucoup aimé, j'avais hâte de voir une version illustrée de cette lecture, puisque c'est une lecture qui est très visuelle. En fait, dans cette lecture, qui me donne personnellement pas envie, quand je vois la couverture, c'est une lecture qui est très intéressante. Là-dedans, de ce petit recueil, le voilà. C'est un livre qui a été écrit en 1927. Vous avez dans cette histoire un homme qui est écrivain, qui est très pauvre, qui est un peu déprimé puisque son livre ne va pas être édité par ses éditeurs, enfin personne ne croit en lui. Il découvre que l'un de ses amis qui lui ressemble beaucoup, un de ses amis qui est extrêmement riche, est décédé récemment.
Et donc, la première partie du livre, ça va être lui qui a décidé de prendre la place de cet ami d'enfance qui lui ressemblait beaucoup. Enfin, il va déterrer son corps, le cacher et faire croire que son ami a ressuscité. Il se fait passer pour ce riche-là. Donc il déambule dans le village en se faisant passer pour un ressuscité et il décide de profiter de tout l'argent de cet ami riche mort. Il décide de construire une île à l'image de son imagination, de tous ses récits complètement farfelus, entre beauté et monstruosité. Dans la seconde partie du livre, on va découvrir cette île. Elle a fait des trucs un peu, alors des fois extrêmement beaux et des fois extrêmement bizarres. C'est limite une île qui pourrait être comparée au tableau de Bosch, parce qu'il y a un petit peu des orgies, etc. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment le côté sous la mer, puisqu'il construit un tunnel sous la mer. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met des grosses loupes à certains endroits du tunnel. Ce qui fait que la fille, elle est complètement flippée. Je pense pas que beaucoup de gens soient allés dans les fonds marins à ce moment-là. Et donc, elle est complètement flippée à chaque fois qu'elle voit une créature s'approcher. C'est un manga très contemplatif. Et je trouve que Maruo a vraiment très bien retranscrit l'imaginaire créé par Rampo Edogawa. Et j'en suis contente. Alors, moi, j'imaginais un truc un petit peu plus sombre. Je vous l'avoue, il y a des choses qui ont été un peu omis. À la fin, forcément, vous avez un détective qui va venir enquêter sur ça, en fait, puisque lui, il n'est pas dupe, lui, il ne croit pas aux morts qui ressuscitent comme ça. Retrouver le corps de l'écrivain, puisqu'il a pris la place du riche. Donc, en fait, il commence à se poser des questions. Ce détective qui s'appelle Kogoro. Et Kogoro, c'est de ça dont s'est inspiré le créateur de Conan, pour faire Kogoro Mori. Et aussi pour faire Conan Edogawa, il s'est inspiré de Rampo Edogawa. Enfin, bref, c'est bizarre quand même. J'étais déjà une grande fan de Conan Edogawa, détective Conan, quand j'étais très jeune. Et c'est marrant de découvrir tout ça par la suite en lisant de l'Eroguro, en lisant Rampo Edogawa, quoi. Ensuite, j'ai découvert directement de Suiro Mauro, donc celui qui a illustré l'île Panorama. J'ai découvert Tomimo la Maudite. J'avais très peur de lire cette lecture puisque premièrement, j'avais eu beaucoup d'avis très mitigés. Et deuxièmement, il y avait des triggers auxquels j'avais pas forcément envie d'être confrontée. Ils me donnaient vraiment envie parce que déjà, ça parle de cirque, ça parle de freaks, ça parle des années 30. C'est un univers qui me fascine depuis très jeune. Donc je me suis dit, un manga qui parle de ça, c'est pas courant. Donc je voulais absolument le découvrir. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, là il faut que je le rende bientôt. Je trouve que le dessin de Maruo est vraiment très contemplatif. On reste vraiment en dehors du récit, on ne se sent pas impliqué. C'est assez spécial, hein, je vous l'avoue. Je ne dirais pas que c'est un coup de cœur, je ne dirais pas que c'est une déception. On est vraiment entre les deux. On va suivre des jumeaux qui ont été abandonnés par leur mère qui veut devenir actrice. Donc elle les a abandonnés, enfin elle les a pas abandonnés, mais elle les a confiés à son frère. Donc ils vont vivre chez leur oncle, ils vont être maltraités. Ils vont dormir dans la cave, etc. Ils vont manger des vers, enfin bref, dégueulasse quoi. Et ils vont être rachetés par un cirque parce que l'oncle découvre qu'ils ont des taches sur le corps et donc voilà, enfin bref, vendus à un cirque pour une raison complètement absurde. Et donc on va suivre un peu leur aventure dans le cirque. Ils vont rencontrer des personnages un petit peu étranges, ils vont rencontrer le créateur du cirque qui est une personne horrible mais très charismatique. Bref, on va découvrir qu'ils ont un pouvoir de télépathie, de télépathie dans le sens où ils peuvent communiquer entre eux sans se parler. Ok. On va parler des dérives aussi de ces personnes qui sont nées différentes et qui vont devenir ou des personnes méprisées ou des personnes adulées. Parce que je fais référence à l'Inde où les personnes qui ont des différences corporelles sont mis au statut de Dieu. Je suis arrivée à la fin du tome 1 et j'ai envie de découvrir le tome 2. Donc c'est une bonne chose. Parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer avec ces jumeaux. Il y a une phrase marrante qui a été dite par le patron du cirque. On ne distingue certaines vérités qu'au travers des choses les plus ignobles. À méditer. Je suis actuellement en train de lire ce récit que j'ai quasiment terminé. Il me reste moins de 100 pages. Récit que j'ai commencé il y a 2 jours. Et je ne croyais plus capable de terminer un livre aussi rapidement. Puisque je pédalais un peu avec mes dernières lectures. C'était pas non plus des lectures hyper... je sais pas, j'arrivais pas à me concentrer, à accrocher à la lecture. Et avec celui-ci, je me suis surprise et j'ai l'impression de revenir un petit peu comme avant où les pages défilaient. Donc je suis très contente d'avoir eu un regain d'énergie face à la lecture. On est sur un thriller mélangé à la science-fiction, je dirais. Un livre qui pourrait correspondre parfaitement à Black Mirror. Un architecte a construit une maison minimaliste où tout est connecté par la technologie. Vous allez avoir
des chapitres qui vont alterner entre deux personnages, la fille d'avant et la nouvelle personne. La fille d'avant qui est la personne qui habitait dans cet appartement et la nouvelle locatrice qui s'appelle Jane qui habite maintenant dans cette maison. Et elle va découvrir des choses pas très réjouissantes sur le créateur de la maison, sur la fille qui était là avant. C'est un roman très addictif, les pages se tournent toutes seules, le créateur est complètement fou. Et il demande aux locataires de répondre à des exigences très particulières pour pouvoir vivre dans la maison. Il y a un questionnaire d'une 60aine de questions. Enfin bref, c'est un truc où il y a des règles très strictes dans cette maison. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Il y a un petit défaut dans cette lecture qui m'a fait un peu lever les yeux au ciel, mais j'en parlerai plus précisément dans un post Instagram. Rien de grave, la lecture est quand même super top. Zone Fantôme 2 de Junji Ito, voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc à voir ce que ça rend avec celui-ci, sachant que ce sont des nouvelles inédites, donc normalement pas de doublons. Matrix, donc c'est l'intégrale des 20, enfin c'est les 28 histoires originales dans l'univers de Matrix, les idées des créateurs de Matrix, Wachowski, je sais pas si je le dis correctement. Les auteurs de Matrix ont envoyé des scénarios à plusieurs artistes pour qu'ils puissent créer leur version, leur histoire dans le monde de Matrix. Donc ça veut dire que ce sont des histoires qui sont sorties avant le film, sur leur site, et je trouve ça très fascinant, sachant que je suis une très grande fan de l'univers Matrix. Il y a quelques histoires qui ont été écrites après le film, il n'y en a pas beaucoup, mais la majorité des histoires ont été écrites avant le film, avec le scénario, et ça me rend extrêmement curieuse. Je l'ai commencé, et donc je vais avancer tout doucement durant l'été avec ce recueil de comics. J'ai en cours Forrest Gump, mais j'ai beaucoup de mal à avancer, je vous l'avoue. C'est une lecture un petit peu ennuyante. Moi j'adore le film, donc je voulais vraiment découvrir ce classique. Mais vraiment, j'avance à une vitesse. C'est incroyable. C'est le Robert Silverberg dont on a parlé dans la vidéo précédente sur nos achats vintage. J'aime beaucoup Robert Silverberg, c'est vraiment un auteur de science-fiction et de fantasy incroyable dans son écriture, dans ses idées. Nous avons la collection Livres à expédier. C'est trop mignon. En fait, c'est vraiment un livre dont la couverture est une enveloppe, voyez-vous. Voilà, c'est une enveloppe. C'est plutôt un recueil de lettres écrites par l'auteur. C'est une collection qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Vraiment, je la voyais souvent dans les bords de caisse, puisque c'est des petits livres. C'est une collection qui me faisait vraiment de l'œil depuis un petit bout de temps, puisque j'ai vu des auteurs que j'aimais bien, souvent des auteurs classiques. Ici Marie Shelley, mais Revna Martin Camo. Extrêmement intéressant, je l'ai commencé, franchement c'est extrêmement intéressant. Avec des correspondances de l'auteur en question sur un thème particulier. Vous avez Baudelaire qui m'intéresse, Wilde, vous avez aussi Van Gogh qui m'intéresse aussi pour l'instant. Je pense que ce sera les prochains que j'achèterai quand j'aurai fini celui-ci. J'aime beaucoup les récits épistolaires. Bon là c'est pas des inventions, ce sont des vraies lettres. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui se passe dans la tête de Marie Shelley, parce que incroyable cette femme. Je suis en train de lire avec difficulté aussi Nobody Owens de Neil Gaiman. J'ai abandonné la lecture de Bon Présage. Je ne suis pas du tout dans le même humour que les auteurs, donc c'est une lecture qui était difficile à avancer. Là dans Nobody Owens, honnêtement je sais pas pourquoi, je comprends pas. Le thème est intéressant mais j'avance lentement. Je ne sais pas. J'aimerais bien le finir avant l'été quand même, celui-ci. Je suis en train de lire Emily the Strange. J'en parle pas plus puisque dans la prochaine vidéo sur nos sagas, je développerai cette petite saga. Donc voilà, ça c'est juste que j'avais un poster quand j'étais jeune, j'ai encore un t-shirt et que j'étais obligée d'acheter ce livre quand je l'ai vu en occasion. Je viens de rentrer de la bibliothèque et j'ai emprunté Alice in Borderland. J'ai emprunté ça. Je ne sais pas du tout exactement de quoi ça parle. Je sais qu'il y a une série sur Netflix, mais il y a 2 personnes de mon entourage, ma meilleure amie et mon frère, qui m'en ont parlé. Je suis obligée de découvrir ce récit. J'ai l'impression que c'est dans la même ambiance que Squid Game, je crois. Je sais pas. Franchement, je peux pas vous en dire plus. Je l'ai pris sans trop réfléchir. Je me suis dit, il faut que j'écoute ce récit, donc vous aurez un update sur Instagram, ça c'est sûr. J'ai pris le tome 2 de Tome de la Maudite, comme je vous disais tout à l'heure. C'est un récit que j'ai envie de continuer à découvrir. De toute façon, c'est le dernier tome, il n'y en a que 2. Donc à voir. J'adore les couvertures. Et les dessins aussi, donc j'ai l'impression qu'il a un dessin très réaliste, ce mangaka. Vraiment,
Il cherche à être le plus proche de la réalité dans ses dessins, j'ai l'impression. C'est un effet un peu spécial, je peux le concevoir. La fin, parce que c'est un cadeau d'anniversaire et je suis trop contente de l'avoir. Il fait partie de la collection Cernunnos, collection que j'adore, et ce sont La Parade Monstrueuse. Donc ça va être un livre qui va rassembler les monstres biologiques et les monstres fictionnels, qui va faire la différence entre les deux, puisqu'il dit: avant que la tératologie ne se constitue comme une science au XIXe siècle, la distinction entre les monstres biologiques et les créatures mythologiques ou fantastiques n'était pas entièrement acquise. Il fait référence à Marcel Guédron qui a écrit Comment voir les monstres dans la peinture, dans les œuvres d'art, que j'ai aussi. Donc vraiment, c'est un récit qui va venir compléter ma collection sur mes livres sur les monstres. Nous avons fait une vidéo avec Ruth dessus, n'hésitez pas à aller la regarder. Celui-ci se rajoute. Je suis trop contente, j'aime énormément la couverture, cette créature du Black Lagoon. Vu, il y a beaucoup d'illustrations, pleine page, d'affiches assez vintage. Là, c'est le sommaire, j'adore comment c'est écrit. Des affiches vintage comme ça à l'intérieur. Il n'y a pas énormément de texte, mais moi, ça ne me dérange pas. Comme si... En ce moment, je suis dans une recherche de films vintage, donc si je peux avoir plein de références avec ce livre, moi, je suis preneuse. Bref, trop contente de découvrir ce livre. Pendant l'été, je le commence bientôt et je vous ferai un retour sur mon Instagram, bien sûr. C'est ainsi que cette vidéo s'achève, avec cette pluralité de livres qui n'en finissaient pas. J'ai l'impression que je n'en finissais pas. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.